à toutes et tous. Donc Bertrand Lorrain, je suis le responsable du département e-santé à l'ARS. Donc au département e-santé, on s'occupe entre autres de télémédecine, e-parcours et du Ségur. Donc quelques éléments d'introduction pour vous dire que sur le Ségur, on est justement en train de passer un cap réellement. Je pense que vous commencez à le sentir au niveau des établissements puisque on sent bien qu'en termes d'alimentation, un certain nombre d'étapes ont été franchies. On commence à en sentir les premiers effets sur le terrain. Bon, pour autant, il reste encore beaucoup de travail. Donc ça, c'est l'objet aussi de la phase 2 du Ségur numérique, et en l'occurrence, qui sera très tourné sur les logiques d'usage autour de mon espace santé, de la MSS. Et en particulier sur un accès facilité à la consultation, puisque alimenter, c'est une très bonne chose, le fait que les professionnels puissent effectivement intégrer dans leur pratique une consultation au quotidien des éléments compris dans le DNP, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de cette phase 2 et de la transformation des premières étapes, et des très gros travaux qui ont été engagés, et des efforts que vous avez produits jusqu'à présent. Pour autant, il reste encore, en termes d'alimentation, quelques ressources à aller chercher, hein. On sent bien qu'on n'est pas encore un potentiel total en termes d'alimentation. Et c'est aussi l'objet de Open 2, hein, et tout le travail qui est lancé et sur lequel ce webinaire, on espère, va pouvoir vous amener Bien sûr, la conversation Teams. de visibilité. N'oubliez pas de couper votre micro. Donc, une visibilité sur les derniers éléments d'Open 2, les indicateurs, et puis voilà, ce point d'étape. N'hésitez pas non plus à poser des questions. L'équipe au niveau ARS et grade est là pour ça. Et peut-être commencer tout de suite par un petit mot de présentation pour Damien Andrieux, qui nous a rejoint à l'ARS début avril, et qui va accompagner l'équipe pilotée par Claire sur le Ségur numérique, et qui va être chargée de travailler sur les aspects sanitaires et en particulier le programme Open 2. Donc, Damien sera votre correspondant en particulier sur Open 2, d'une manière générale sur les aspects du Ségur numérique. Voilà. Donc, bienvenue à Damien dans l'équipe et dans l'aventure. Damien, si tu veux dire 2-3 mots pour te présenter. Oui, déjà bonjour à toutes et tous. Donc Damien Andrieux, ingénieur de formation, je vais revenir un petit peu sur mon parcours rapidement. Ingénieur de formation, spécialisation informatique pour la santé, Polytech Grenoble pour ceux qui connaissent. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que PMO et chef de projet sur des programmes de refonte SI, plutôt dans le milieu de l'assurance. Et puis au bout de 3 ans, je suis revenu sur mes domaines de formation qui étaient la e-santé. Donc en intégrant le cabinet de conseil d'Ocha Consulting pour ceux qui connaissent. Donc j'ai travaillé notamment pendant ces années de conseil auprès du ministère de la Santé, donc DNS et aussi ANS sur le programme Ségur, donc plutôt sur les couloirs villes que sont la médecine de ville, l'officine et les nouveaux couloirs qui vont arriver avec la vague 2. Donc je connais bien le programme Ségur et puis je connais aussi le contexte hospitalier puisque dans le cadre de mes activités d'accompagnement conseil, j'ai pu accompagner des établissements de santé sur des schémas directeurs ou des exercices de crise cyber. Voilà rapidement, présentation synthétique. Merci Damien. Et puis donc, vous avez sur la slide l'email de Damien, donc n'hésitez pas à commencer à le solliciter. Il est déjà bien engagé dans la démarche. Merci à tous les deux. Je vous propose qu'on démarre du coup on est maintenant dans le vif du sujet. Ce qu'on vous propose pour ce webinaire, c'est vraiment d'aborder les questions sur Open 2
Ça va prendre la grande partie de notre temps et on fera un petit focus si on a le temps sur l'aspect Ségur alimentation, comme a pu en parler Bertrand juste avant. Mais c'était important, je crois. Vous nous avez envoyé quelques questions depuis, on va dire, quelques semaines en amont de ce webinaire. N'hésitez pas, c'est le moment, si vous en avez d'autres, à prendre la parole, à demander la parole à travers l'onglet Lever la main ou à travers le chat. Donc déjà, les informations globales qu'on voulait repartager avec vous aujourd'hui sur Open2 et les notions, enfin l'actualité. Vous nous avez posé la question sur à quel endroit peut-on déposer les preuves d'atteinte des cibles. Ça sera démarche simplifiée et non pas OSIS V3 comme ça avait pu être annoncé initialement. Donc démarche simplifiée, le formulaire n'est pas encore disponible, mais le sera très prochainement et vous pourrez déposer vos preuves jusqu'au 31 août 2025. N'oubliez pas, lorsque vous déposez les preuves, de compléter donc, les matrices qui sont à disposition sur le site du ministère, programme Open2. Il y a la rubrique documents sur le côté. Pour chaque indicateur, il y a une matrice à compléter et qui va calculer automatiquement certains indicateurs. C'est vous, Un autre... vous êtes? Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un micro qui n'est pas coupé. Faites attention. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à le faire, mais si ce n'est pas le cas, coupez bien votre micro. Prochainement, on va vous envoyer les conventions. Un petit point important, c'est juste que vous vérifiez bien les objectifs sur lesquels vous avez pu candidater, les seuils à atteindre et les montants. Damien fait ce travail. Vous le savez, c'était Patrice Diner à l'époque qui s'en occupait. Donc Damien a repris. On n'est pas à l'abri qu'il y ait 2-3 erreurs entre ce qui a pu être entre les candidatures et ce qui a été accepté. Donc faites bien une vérification par rapport à cette convention. Si vous pensez qu'un objectif, finalement, vous n'êtes pas éligible ou que finalement vous n'allez pas l'atteindre, c'est le moment aussi de le dire. Donc soyez très vigilants sur l'envoi de cette convention et n'hésitez pas à solliciter Damien, comme vient de le dire Bertrand. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le guide des indicateurs a été mis à jour avec justement quelques réponses à des questions qui avaient pu être posées depuis le début de l'année. Quelques rappels aussi sur les règles de financement et de contrôle. Vous le savez, c'est comme pour les autres programmes. Le point important, c'est que la subvention ne doit pas excéder les coûts nets occasionnés. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez très vigilant sur le fait que les coûts soient supérieurs à la subvention, parce qu'en cas de contrôle, du coup, vous pouvez être retoqué sur cette partie-là. Donc, on vous demandera de rembourser les financements indûment reçus. Ça, c'est le point important. Et gardez bien la trace des éléments comptables. Ils doivent être tenus à la disposition de l'ARS. Pas de changement par rapport aux autres programmes, mais il nous paraissait important de vous le spécifier ici. Et aussi vous spécifier que les indicateurs, donc, du coup, vous allez remonter donc, à l'échelle locale. Nous, on va les comparer du coup à ce qui nous est fourni au niveau national, donc sur les données de la CNAM, notamment pour l'alimentation du DMP. Et ça nous permettra de vérifier les informations que vous donnez. J'en profite aussi pour vous dire, vous savez que les chargés d'animation territoriale travaillent avec vous. Les données sur lesquelles elles se basent sont aussi celles de la CNAM. Donc, c'est celles qui feront foi. S'il y a un décalage, c'est également le moment de nous en parler et de nous envoyer un message pour nous dire, bah voilà, il y a un différentiel pour qu'on puisse comprendre d'où ça vient et pas le faire dans le moment de l'instruction avec l'ensemble des candidatures en même temps. Le rappel de quelques principes, parce qu'on a eu aussi des questions par rapport à la notion de séjour dans le cadre du programme. Donc, au niveau des indicateurs, c'est vrai que souvent, on a plutôt tendance à voir la notion de séjour à des fins de facturation. Là, on parle bien de la définition qui est indiquée sur la slide ici. Donc, par exemple, pour les MCO et SMR, un séjour se caractérise par une date d'entrée et une date de sortie. Pour les établissements en santé mentale, un séjour est caractérisé par une date d'entrée et une date de sortie et peut comprendre plusieurs venues du patient. L'HAD, ça concerne les séjours de patients adultes hospitalisés au moins 8 jours. Dans le cas de la radiothérapie et de la chimiothérapie, un séjour est une succession d'au moins 3 séances en moins de 3 mois. Il me semble qu'on avait une question par rapport à ça, donc c'est bien indiqué dans le guide des indicateurs. Et au niveau de la dialyse, de 4 mois, au cours de laquelle ont eu lieu au moins 3 séances de dialyse au sein de la même structure juridique. Ce qui est important de retenir, excusez-moi, couper.
Alors, je crois qu'il y a un petit bug. Bonjour à tous. Et un Est-ce que gros vous êtes bug. toujours là? Oui, Euh, on n'entendait plus rien. Vous êtes toujours... Oui, Ok, Oui, je oui, pense on qu'il est y a là, un, oui. Le un son, plus petit... d'image. On est là, ouais. Bon, ok, on va attendre qu'ils reviennent. Je vais attendre de voir. Je vais essayer d'appeler. Ne vous inquiétez pas. On reste tous ensemble. Voilà. Ah, c'est bon. C'est bon? T'es pas resté là. Ah, ça y est, Damien revient. Alors, restez bien tous là, on revient. L'ARS revient. Damien, tu es là. Du coup, c'est côté clair. On est de retour. Ah, super. Bon, c'est bon, je vous laisse. Merci Sarah d'avoir pris le relais. Désolée pour cette coupure. Ça arrive. Je repartage mon écran. Juste 5 minutes le temps à tout le monde de revenir. En fait, on a perdu personne. Ah, c'est tout bon, 64. Merci Fabrice. Du coup, je reprends. Donc, oui, ce que je voulais dire par rapport à la notion de séjour. Donc, c'est bien que le fil rouge retenu pour la définition de séjour, c'est le moment où la lettre de liaison doit être produite par l'établissement. Je vous rappelle que la lettre de liaison, c'est un document qui est essentiel dans la prise en charge et dans la continuité des soins d'un patient. Donc, elle est importante à envoyer, mais c'est bien la notion qui doit être retenue pour le calcul du séjour. Est-ce que c'est clair ce passage? D'ailleurs, il sera demandé. Oui, Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Désolée, oui. Enfin, c'est parfaitement clair. Cependant, ça ne correspond pas du tout à la pratique interne. Enfin, en tout cas, c'est le chef de service du DIM là, qui me le dit. Notamment, donc les séances, là, radiothérapie, chimiothérapie, il est totalement illusoire de penser que on va avoir une lettre de liaison dès lors qu'on a 3 séances de chimio. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand le patient il est pris en charge, il a un protocole de traitement qui va durer X séances et il y aura, en tout cas dans l'établissement, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais chez nous, il n'y a pas du tout de lettre de liaison au bout de 3 séances, etc. etc. On a également une énorme problématique avec l'HDJ, parce qu'on fait le maximum pour mettre de plus en plus de passages en hôpital de jour. Et c'est pareil, on a différents types de passages. Donc, il y a le passage assez classique où le patient vient faire un bilan une fois. Là, bien sûr, il y a une lettre de liaison en sortie. Par contre, quand on a des passages de type cure de fer, cure de PO, je ne sais quoi, là, c'est ce qu'on m'a cité, bah, le patient va venir 3 fois, 4 fois, à 2-3 semaines de distance. On va faire, nous, X séjours. Chaque fois, on a un séjour différent. Pour autant, la lettre de liaison ne va être produite que sur le dernier séjour. Donc là, il est vrai que pour le calcul des indicateurs, c'est extrêmement compliqué. Donc, le DIM me dit, nous, de toute façon, on fait la même chose pour le codage. Donc, on fait ce travail d'éplucher chacun des séjours et de voir si c'est dans le cadre d'un protocole avec des venues régulières ou pas. Enfin, du coup, ça me paraît, la règle, elle est quand même un peu compliquée à suivre, quoi. En tout cas, elle nous est très défavorable. Parce que du coup, si on fait le ratio au nombre de lettres par rapport au nombre de séjours, évidemment, on n'atteint pas la cible. Alors, c'était ma question, effectivement, parce que c'est vrai que l'indicateur n'est pas à 100% pour couvrir certains cas particuliers. Donc, la question, c'est est-ce que cette activité, en fait, donc ce que tu disais, Corinne, c'est que le nombre est trop défavorable. Dans ces cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de nous envoyer un message en nous expliquant un petit peu justement les cas de manière chiffrée pour que nous, on puisse instruire en région par rapport à vos cas spécifiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé par d'autres structures? Est-ce qu'il y a d'autres peut-être façons de faire aussi qu'on puisse partager, nous, tous ensemble? N'hésitez pas à prendre la main. On avait reçu quelques questions justement sur l'hôpital de jour, la chimiothérapie. Oui, de Sainte-Marie. Oui, bonjour. Effectivement, on a des activités un peu spécifiques comme les injections de toxines botuliques notamment, où on a des séjours d'un jour de manière répétitive. Donc, c'est vrai que c'est parfois complexe de produire ces séjours.
Enfin, c'est l'aide de liaison. On le fait, mais pas toujours effectivement dans le délai. Et il y a une deuxième chose, on a des activités de type bilan. En fait, au cours du séjour, il y a un séjour principal et puis il y a un bilan qui est fait 15 jours, où effectivement il y a aussi des séjours d'une journée où c'est parfois complexe de faire des lettres de liaison pour tous les séjours. En fait, on groupe souvent les séjours des principaux et celui bilan. Voilà. Merci pour le témoignage. Pour information, on a une réunion justement avec les équipes du national, donc de la délégation du numérique en santé fin du mois. Donc on remontera également tous ces cas que vous nous soumettez pour voir avec eux en termes d'arbitrage ce qu'on peut faire. Parce que nous, il y a les arbitrages qu'on peut faire en région, mais il y a aussi ceux qui peuvent être pris au niveau national. Donc il faut qu'on ajuste nos règles. Encore une fois, n'hésitez pas, il faudra le faire aussi par établissement, hein, pour le coup, même si on entend du coup les choses qui sont au niveau régional, mais bien le faire aussi par établissement. Et plutôt vous nous remontez l'information par écrit, j'en suis désolée, mais par écrit, mieux ce sera. Et merci, Monsieur Patrux, pour votre message dans le chat. Pour la plupart des indicateurs, il est demandé à l'établissement de justifier justement sa notion de séjour. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été rajouté dans le guide des indicateurs. Donc c'est là, vous voyez, la marge de manœuvre qu'on peut avoir. Un rappel aussi rapide sur la période d'observation. Donc elle est bien de 1 mois pour tous les indicateurs. Ça, je pense que vous l'aviez bien tous en tête. La date de début d'observation possible, c'est le mois de décembre, donc à partir du 1er décembre. Et les cibles peuvent être atteintes sur des périodes différentes. Donc, par exemple, pour l'objectif sur l'INS, ça peut être en mars, l'objectif sur la MSS, ça peut être en mai, etc., etc. Ce qui donne un petit peu plus de latitude aussi dans la façon dont on gère ces indicateurs. Je ne sais plus si vous aviez l'information, mais on a préféré vous le remettre. La règle d'alimentation du DMP, pour rappel, et ça c'est un point qui est important, les documents scannés ne sont pas éligibles. Il y aura du coup des vérifications aussi par la suite. Vous le savez, d'ailleurs, il y a la typologie de document qui doit être envoyée, et puis nous, on fera des contrôles à la suite de l'instruction du programme. Et aussi, un point qui est important, c'est qu'un facteur de pondération de 93% doit être appliqué pour prendre en compte les DMP fermés. Donc, il y a cette notion de calcul au niveau local, mais de toute façon, il y a ce taux de pondération qui sera appliqué. Parce que certains, en fait, ont décidé de se dire, quand il n'y a pas d'INS qualifié, ça veut dire qu'il n'y a pas de DMP. Ça, c'est pas possible, en fait. On préférait vous le redire. C'est vraiment, il faut prendre la méthode de calcul qu'on va vous présenter indicateur par indicateur. Et pour tout ce qui est alimentation du DMP, le multiplier par ce taux de pondération. Ce qui permet de prendre en compte, justement, ces DMP fermés. Et une règle spécifique pour les GHT, l'atteinte des objectifs doit être réalisée avec le SI en place avant la période de candidature, ou s'il y a eu changement, mais il me semble que c'est très peu de structures dans la région, avec un nouveau SI conforme au schéma de convergence GHT. Je vois qu'il y a une question, ou est-ce que c'est une main levée qui était restée de Sainte-Marie? C'est une ancienne. Je continue. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est de faire le détail des objectifs. Donc, de rappeler pour chaque objectif la cible, de vous donner une visibilité sur le taux d'atteinte régional, le mode de calcul et quelques spécificités. On fera ça pour chaque objectif, excusez-moi, et on reprendra aussi les questions que vous avez pu nous adresser. Donc, sur la partie INS, c'est bien le taux de patients uniques de la file active disposant d'une INS hors identité douteuse ou fictive qui ont une identité nationale de santé qualifiée. La cible est à 80% pour tous. On a un taux d'atteinte régional de 95%, donc un indicateur qui est en très bonne voie. Il y a eu beaucoup de travaux, vous avez beaucoup avancé l'année dernière sur le sujet, donc pour nous, c'est quelque chose qui est plutôt, on est plutôt serein dessus. J'imagine que vous aussi. Le mode de calcul, donc le nombre de patients uniques avec INS qualifié venus pendant la période de mesure, le dénominateur, donc le nombre de patients uniques disposant d'une INS prise en charge par la structure, à l'exclusion des identités ayant un attribut fictif ou douteux. Donc le nombre de patients à prendre en compte, c'est bien le nombre de patients dans le périmètre, donc là qui sont dans les phases bleues. Vous avez votre mois de calcul, il faut bien prendre en fait tous les patients qui sont dans la structure pendant le mois. Et différencier un petit peu de la notion de séjour.
Sont exclues des spécificités pour la psychiatrie, pour l'établissement pénitentiaire. Et il y aura une tolérance pour les soins non programmés. Donc, ce sera bien. Il y a une trame à compléter aussi en relevant en fait le taux d'INS qualifié pour les soins non programmés de mois en mois pour voir s'il y a un effort qui est fourni sur le sujet aussi. Dans l'ensemble, il me semble que c'est le cas pour la plupart des structures. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous s'il y a une difficulté par rapport à ça. Je passe du coup à la foire aux questions. Pouvez-vous nous préciser sur ce qui est attendu par douteuse et fictive? Donc, douteuse permet de tracer l'existence d'un doute sur la véracité de l'identité recueillie. Et fictive, donc voilà, quand il y a un usager qui est confus, une suspicion d'utilisation frauduleuse d'identité, excusez-moi. Et un attribut fictif, ça peut être dans le cadre de formation, de tests, etc. Donc, comment faire dans le cas de l'identité de détenu? Il est possible de qualifier l'INS des détenus, mais si l'identité n'est pas disponible, on est dans le cas d'une identité donc fictive, c'est pour donner un exemple, donc exclue du dénominateur. La file active, ce que je vous disais, c'est bien le terme file active utilisé correspond aux patients accueillis durant la période étudiée. Donc bien l'ensemble, ce qui correspond au schéma que j'ai pu vous présenter juste avant, et on a remis du coup les cas particuliers de manière un peu plus précise dans cette FAQ. Petit point sur la néonate, l'INS étant attribué dans un délai inférieur à 8 jours, les unités fonctionnelles concernant la néonatalité doivent être conservées. Je ne vais pas plus loin sur cet indicateur, sauf si là vous avez des questions, parce que globalement c'est un indicateur pour lequel on n'a pas trop d'inquiétude. L'objectif 2, donc, qui réunit partager les documents de sortie dans mon espace santé, ça concerne donc les lettres de liaison et les ordonnances de sortie. Je vous disais, la lettre de liaison, c'est vraiment le document phare à partager dans mon espace santé. La cible, c'est 70% pour les établissements ayant validé les objectifs, l'objectif SONES correspondant, et 55% pour les autres. Aujourd'hui, on a un taux d'atteinte régional estimé à 67%. Estimé à 67%, je me permets une petite précision aussi là-dessus. On se base sur les chiffres d'activité que vous avez pu nous fournir. Donc, on a pu récupérer. Ces chiffres ne sont pas toujours bons. On en parle, on en a parlé plusieurs fois. N'hésitez pas à communiquer vos chiffres d'activité, donc notamment le dénominateur en fait qui va être utilisé pour le calcul d'Open 2, au chargé d'animation territoriale et à l'équipe ARS pour qu'on puisse voir rapidement si des structures sont en difficulté ou si on a justement des décalages par rapport à ce que vous pourrez nous donner et les chiffres de la CNAM. C'est vraiment essentiel de nous fournir ces informations. Ça nous permet un suivi qui est plus important et ça nous permet de mieux cibler les actions d'accompagnement aussi à destination des établissements. Donc, au niveau du calcul, oui, Corinne. Merci, Corinne, de prendre la parole. Désolée, je vous embête encore, mais justement, ça, c'est le sujet principal, puisque c'est le dénominateur du calcul des indicateurs, là, c'est ce fameux nombre de séjours. Je ne sais pas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut avoir des écarts. Vous parlez d'écarts, il faut qu'on vous donne les bons chiffres, certes. Pour autant, on ne cesse d'envoyer des chiffres partout, notamment la TIH, enfin, je sais pas, le DIM. Oui. Et on devrait, enfin, s'il y a quand même un chiffre sur lequel on devrait être d'accord, c'est celui-là. Et on ne comprend pas pourquoi on a un tel décalage. Enfin, on travaille avec Sandrine Donzé, on se pose la question. Alors, on est en train de développer des requêtes de notre côté pour essayer de prouver qu'on a raison, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, on ne comprend pas ce qui se passe, quoi. C'est quoi la référence? Quand vous dites on est à 67%, mais vous le sortez d'où votre... Le nombre de documents, je suppose que vous le prenez du DMP national, mais à partir de le dénominateur, le nombre de séjours, ça devrait être le nombre de séjours qu'on communique, par exemple, à la TIH. Et voilà, on serait à peu près carré, non? Alors, on a croisé plusieurs types d'informations. Après, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de regarder les séjours par rapport à la facturation. Ce qui est pas... Après, les séjours, c'est pas le dénominateur sur lequel on a le plus de problèmes. On en a plutôt sur la biologie, sur l'imagerie, des choses comme ça. Au niveau des séjours, on est plutôt au clair. Néanmoins, il y a des petits décalages parce que des fois, il y a justement des spécificités. Tu vois, tu parlais des séjours pour lesquels il n'y a pas forcément de lettre de liaison. C'est ça. En fait, nous, on essaye de prendre en considération justement ces deltas. Et c'est là où les chiffres, du coup, ne sont plus les mêmes. Mais comme ce sont les séjours d'hôpital de jour, notamment, et qu'on nous pousse à développer l'hôpital de... Enfin, c'est quand même un peu dingue, ce truc. On nous pousse à développer l'hôpital de jour. Donc, ce nombre de séjours augmente, et tant mieux. C'est des gens qui ne restent pas la nuit et qui nous libèrent des lits, etc. Ça, ce n'est pas le sujet.
Cependant, on ne peut pas imaginer que les médecins, parce que le patient il vient une fois, une deuxième fois dans 15 jours, une troisième fois dans 15 jours, il va faire une lettre de liaison à chaque fois. Ça peut sortir d'un bureau parisien, là, ok, mais la vraie vie, c'est pas comme ça, on n'a déjà pas assez de médecins, c'est absolument pas possible. Donc, il faut quand même tenir compte de cette affaire-là. Du coup, je me dis, si le DIM, de son point de vue, fait le travail, fait le codage sur le dernier séjour, et met tout ça vers la TIH, cette source-là, elle est juste, quoi. Et on peut le prouver, quelqu'un peut venir vérifier, il y a zéro problème. Et nous, là, on nous demande, donc qu'est-ce qu'on a face à nous? On a une gamme, on n'a pas autre chose. On va aller compter des séjours. Alors effectivement, on va dire tous séjours dont la date de fin, c'est dans la période machin, ça fait un séjour. Et là, je m'aperçois quoi? Que sur l'hôpital de jour, le chiffre, il est complètement faramineux en nombre et du coup, il dégrade complètement l'indicateur. Donc, soit je décrète que mon établissement ne donne pas les séjours d'HDJ, après tout, puisque on a le droit de corriger notre chiffre, je ne les mets pas du tout. Et là, j'ai mon taux qui devient excellent. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-dedans, quoi. Donc, enfin, j'imagine les autres, enfin, je ne sais pas comment font mes collègues, là. Ou alors tout le monde s'en fout, balance tout comme ça. Mais bon, enfin, si on creuse un peu, on voit bien qu'il y a un problème dans justement la précision de qu'est-ce qu'on va déclarer comme genre de séjour, quoi. Bon, désolée, hein, j'insiste là-dessus, mais à chaque fois, ça va revenir parce que forcément, ça a un impact sur l'indicateur. C'est sûr. En fait, on distingue un peu effectivement les travaux qu'on peut avoir sur le Ségur, où on essaye de comprendre votre pratique au quotidien. Donc, on a tendance à revenir pour bien comprendre, parce que à partir du moment où on n'a pas le bon nombre, entre guillemets, de lettres de liaison face au nombre de séjours, on se dit qu'il y a un sujet et qu'il faut qu'on continue à travailler. Là, sur Open 2, c'est vrai que c'est cadré parce qu'à un moment, il faut arrêter l'indicateur sur un dénominateur et terminer. Donc, c'est là où effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est de nous envoyer ces informations. C'est intéressant par rapport Moi, je ne l'avais pas forcément visibilisé sur la partie là à TIH. Donc, je vais refaire le point avec les collègues du grade, si tu as déjà fourni ces informations, pour qu'on voit ce que ça peut donner. Donc, au niveau du mode de calcul, les séjours qui sont concernés, ce sont bien les séjours qui ont débuté donc, avant et qui se terminent dans la période d'observation, et les séjours qui ont démarré pendant et qui terminent. L'important, c'est qu'ils aient bien terminé pendant la période d'observation et qui donnent lieu à l'envoi d'une lettre de liaison. On vous a rappelé aussi le type code. Au niveau de l'ordonnance de sortie, la cible, du coup, c'est 65% pour les ES ayant validé l'objectif SUN-ES, 50% pour les autres. Donc, le taux d'atteinte régionale, 44%. On le sait, sur les ordonnances de sortie, il y a souvent des difficultés. Le mode de calcul, c'est le nombre de séjours pour les patients disposant d'un DMP et pour lesquels au moins une ordonnance de sortie référencée avec une INES qualifiée au format CDAR2 niveau 1 a été transmise au DMP. Sur le nombre de séjours pour des patients disposant d'un DMP et pour lesquels au moins une ordonnance de sortie a été produite. Donc, même chose sur au niveau des séjours qui sont pris en compte dans le périmètre. Donc, il y avait une question qui nous avait été formulée sur l'HAD. Donc, il y a bien une attestation sur l'honneur qui est demandée dans le cas de non-production d'ordonnance de sortie. Et j'en profite pour vous indiquer que... excusez-moi, je cherche... Voilà, la déclaration sur l'honneur type exonérant de l'ordonnance de sortie en ligne est uniquement pour l'HAD, mais peut aussi concerner d'autres activités. Dans ces cas-là, il faudra que vous nous l'adressiez par mail. Donc, toutes les ordonnances de sortie présentent un intérêt à être déposées dans mon espace santé. Les indicateurs sont bien solidaires. Donc, vous avez c'est un objectif avec 2 indicateurs. Il faut atteindre et la lettre de liaison et l'ordonnance de sortie pour valider l'indicateur et déclencher le financement. Le compte-rendu peut effectivement être considéré comme une lettre de liaison, mais il faut bien que ce soit le bon type code et surtout, il faut que le contenu soit bien celui qui est exigé dans la lettre de liaison. Mais soyez vigilants, plutôt le mettre en lettre de liaison, mais globalement, c'est un travail qui a été fait et on a de moins en moins de compte-rendu d'hospitalisation. On avait cette question aussi, les ordonnances de pré-hospitalisation peuvent-elles être considérées comme des ordonnances de sortie dans le cas où elles intègrent des prescriptions post-hospitalisation? Donc, oui. Si et seulement si, elle inclut effectivement la prescription de sortie adaptée à la prise en charge. Cela signifie qu'il n'y a pas de nouvelle ordonnance de sortie pour ce séjour.
Et est-ce que l'ordonnance de sortie peut-elle être incluse dans la lettre de liaison? Non, c'est bien deux documents différents. Si vous l'intégrez dans la lettre de liaison, en fait, ça va compter dans la lettre de liaison comme 1 et 0 comme ordonnance de sortie. Donc, du coup, vous ne validerez pas l'ordonnance de sortie, vous ne validerez pas l'objectif. Et doit-on prendre en compte nos séjours ambulatoires en hôpital de jour? Oui, puisqu'on a une date d'entrée et de sortie. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet objectif? Je continue, partager les comptes rendus opératoires donc dans mon espace santé, l'objectif 3. Oui, Une question, Claire. oui. Oui, bonjour, Yannick Rigaud. Je suis référent numérique sur les cliniques Franche-Comté, cliniques privées. On rencontre un souci sur l'ordonnance de sortie parce que la HAS impose aux praticiens de délivrer l'ordonnance de sortie lors de la consultation des patients. Et ça nous pose un problème pour récupérer ce document lors de la sortie. Je ne sais pas si vous avez eu cet écho. Si. En fait, le sujet, c'est que l'ordonnance de sortie est donc réalisée dans les logiciels des professionnels, c'est ça? C'est ça, C'est pour dans ça que le vous n'arrivez pas à les circuit. récupérer? Oui, et ça coupe le circuit, nous, lors de la sortie. Donc, on est obligé de demander à chaque cabinet de praticien de nous refournir ce document en dehors du circuit d'hospitalisation. Et donc, du coup, ils n'ont pas le moyen de la réaliser dans le DPI? Non, parce que chaque praticien est libéral et fait son ordonnance de sortie ainsi que son compte rendu dans son logiciel de cabinet. Donc, lorsqu'il produit le compte rendu opératoire ou la lettre de liaison à la sortie du patient, ça part directement dans notre DPI via MSS. Mais par contre, l'ordonnance de sortie qui a été faite lors de la consultation, donc qui est liée à sa consultation, mais pas à l'hospitalisation, ne part pas. Donc, on est obligé de demander au secrétariat de nous refaire un renvoi manuel pour tous les patients. Donc, on leur fournit des listes de patients sortis, ça coupe le circuit. Dans ce cas-là, en fait, malheureusement, donc, nous, là, en l'état, on ne peut que vous répondre qu'il faudrait que ça soit fait donc, dans le DPI et donc que ça puisse être envoyé. Néanmoins, du coup, on a bien la question et on en parlera du coup au comité national. Parce que si, j'imagine, vous n'êtes pas le seul au niveau du privé dans ce cas-là. Oui, parce que c'est l'HAS qui demande aux praticiens de faire l'ordonnance en amont. Donc, on recroisera effectivement avec les collègues des autres régions et donc du national. Aujourd'hui, cette problématique n'a pas été remontée au niveau national, donc un peu surprise du fait que soit elle n'ait pas été remontée ou alors de revoir la pratique, mais j'entends l'obligation de la HAS. Merci. Au niveau des comptes rendus opératoires, donc toujours donc les séjours qui sont... Oui, pardon, il y a une question. Oui, Madame je me Dubert. permets d'intervenir pour compléter ce que dit Monsieur Rigaud. Alors, du coup, moi, je suis en SMR maintenant, mais je viens de Rhône-Alpes et on était en MCO et on avait la même problématique sur ces prescriptions qui étaient rattachées du coup aux consultations. Et au moment en fait de la consultation, le dossier patient du séjour n'est pas ouvert. Donc, c'est une problématique qui n'est pas inconnue parce qu'on l'avait déjà fait remonter au niveau Rhône-Alpes. D'accord, ok. Très bien. Et dans un autre groupe, là par exemple Saint-Vincent, Polyclinique de Franche-Comté, c'est Elsan, nous on l'avait fait remonter au niveau Ramsay, donc c'est des problématiques qui sont identifiées en tout cas. Vous savez depuis quand du coup ça a été remonté? Je suis partie de là-bas en février 2023 et c'était déjà quelque chose dont on avait parlé. D'accord. D'où le fait effectivement de revoir avec le national, s'ils ne l'ont pas pris en compte, c'est que certainement il y a une raison. Enfin, je pense, mais on les ressollicitera. Donc les séjours à considérer pour cet indicateur, c'est le nombre de séjours clôturés dans le mois comprenant au moins un acte chirurgical pour des patients disposant d'un DMP. Donc on se retrouve dans le même cas que pour l'ordonnance de sortie, la lettre de liaison. Pardon, du coup, je suis partie sur le compte rendu opératoire. Donc, la cible, 70% pour les ES ayant validé l'objectif SANES et 55% pour les autres. On est sur un taux d'atteinte régional à 64%.
Donc là-dessus, pas forcément beaucoup de questions, c'est pour ça que je vais assez vite. Juste une en particulier, est-ce que la salle geste de technique rentre dans le périmètre, donc la pose, des poses de porte à cathéter, etc., etc. Non, il s'agit d'un acte d'imagerie et de production d'un compte-rendu. L'idée que ça rentre bien dans la lettre de liaison. Donc il n'y a pas forcément d'attente du compte-rendu opératoire, vous pouvez l'enlever du dénominateur. Et donc, bien sûr, ne sont éligibles que les établissements réalisant des actes de chirurgie. C'est un point important, ça, quand on vous dit de revérifier au niveau des objectifs sur lesquels vous pouvez candidater, enfin, sur lesquels vous avez candidaté. Au niveau des comptes rendus de consultation, donc ça, c'est un nouvel objectif par rapport à CNES. Donc, la cible est à 50%, il n'y a pas de différence. Le nombre de consultations pour les patients disposant, donc c'est le mode de calcul, pardon. Le nombre de consultations pour les patients disposant d'un DMP et pour lesquels un compte rendu de consultation produit et référencé avec une INS qualifiée et au format CDA-R2 niveau 1 était transmis au DMP. Le dénominateur à prendre en considération, c'est le nombre de consultations dans le mois pour les patients disposant d'un DMP. Donc, comme toujours, hein, il y a la pondération qui s'applique. Et donc, le nombre de consultations, là, c'est bien celles qui ont lieu sur la période d'observation. Donc là-dessus, on est sur un taux d'atteinte régional de 21%, donc un point de vigilance par rapport à cet indicateur pour atteindre les cibles à la fin de la période Open 2. Ce taux donc, est calculé sur la base de consultation avec facturation d'un ACE. Le type de consultation, ça c'est un point qui est important, prise en compte dans le calcul devrait être justifié. Il faudra que vous l'ajoutiez aux preuves dans démarche simplifiée. Les questions, les urgences ne donnant pas lieu à hospitalisation sont à prendre en compte dans l'objectif. Non, car il ne s'agit pas de consultation externe à proprement dite. Les actes de consultation peuvent être pris en compte et les consultations de télésurveillance ne sont pas obligatoires. Non, pris en compte. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Les questions dans le chat, Claire, ça reboucle avec ce qu'on a ce qui déjà est dit. échangé, c'est-à-dire juste des infos additionnelles. Ça marche, merci. Y a-t-il une notion de délai à respecter entre le rendez-vous de consultation et la date d'envoi vers le DMP? Non, ça me permet de vous rappeler que pour la lettre de liaison, c'est le plus tôt possible et même à J0 idéalement. Mais il n'y a pas de délai réglementaire. Le seul impératif, c'est que la consultation et l'envoi du CR soient dans le mois d'observance. Un détail aussi, enfin une particularité pour les établissements santé mentale, les consultations externes ne sont pas facturées comme ACE, mais en dotation globale. Donc, comment doit-on les prendre en compte? Est-ce qu'il y a un impact sur les statistiques de la CNAM? Donc, il faut bien alimenter avec le bon type code. Et il faut les prendre en compte parce qu'elles sont comptabilisées dans les données de la CNAM. J'en viens aux objectifs 5 et 6. Donc, cela concerne la biologie, le partage de compte-rendu de biologie médicale et le partage de compte-rendu d'imagerie. Là-dessus, quelques informations importantes. Donc, pour les objectifs sur la biologie, 65% pour les ES ayant validé l'objectif SUNES et 50% pour les autres. Donc, on parle bien de format CDA-R2, excusez-moi, niveau 3 ou niveau 1. Les deux sont prises en compte. Et le dénominateur, c'est le nombre de comptes rendus de biologie médicale produits par l'établissement pour des patients disposant d'un DMP, dans le cadre de consultations externes, ainsi que dans le cadre de séjours hospitaliers. Ce sont les établissements sanitaires qui peuvent décider de la non-transmission de certains comptes rendus, ce qui réduit le nombre de dénominateurs. Il faudra du coup apporter des détails sur les modalités de calcul demandées. Un point important, il y a des recommandations qui sont en cours, des préconisations sur l'alimentation en espace santé par rapport à la biologie, dans le cadre notamment des séjours hospitaliers. N'hésitez pas à en prendre connaissance, ils sont sur le lien juste ici. Donc pour le moment, on est sur un taux d'atteinte régional de 41%. Donc là, ce sont les examens consultation dans le périmètre, comme pour les comptes rendus de consultation. Et au niveau de l'imagerie, donc les taux, c'est 60% pour les ES ayant validé l'objectif SUNES et 45% pour les autres. Donc là, comme pour la biologie, le nombre de comptes rendus d'imagerie produits par l'établissement pour des patients disposant d'un DMP, mais il a bien été pris en compte le fait que certains comptes rendus n'étaient pas, que les établissements pouvaient décider de ne pas transmettre certains comptes rendus, donc ce qui réduit également le nombre de dénominateurs.
Donc là, on est sur un taux d'atteinte régional de 54%. Et la question que vous êtes nombreux à nous avoir posée, c'est les CR produits en sous-traitance sont-ils à prendre en compte? Donc à l'heure actuelle, seuls les CR produits en interne établissement sont à comptabiliser. C'est-à-dire que même quand vous avez le plateau technique et que vous envoyez que le compte-rendu est fait par un externe, ils ne sont pas à prendre en compte. Néanmoins, on a remonté le sujet au niveau national et des discussions donc, sont prévues avec les ministères à la fin du mois également. Donc merci pour ceux qui nous ont transmis la question en amont et aux chargés d'animation territoriale qui nous l'ont fait remonter. C'est un point qui est important. Aujourd'hui, malheureusement, la réponse est non, mais on essaye de faire bouger les lignes d'ici la fin du mois. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, moi j'aurais une question Oui. pour le GFT Jura sur la sous-traitance. Nous maintenant on est en téléradiologie complète. Est-ce que ça signifie, parce qu'on souhaite quand même améliorer les choses, c'est-à-dire qu'on va prendre à notre charge, le sous-traitant n'est pas en capacité d'apposer l'INS et d'alimenter le DMP ou de nous donner un document conforme, donc on va le prendre à notre charge. Est-ce que ça veut quand même dire qu'on pourrait, dans la mesure où nous on rend le document conforme, qu'on pourrait le faire entrer dans les stats, ou alors qu'on ne remplit pas l'objectif puisque on n'a pas d'autres documents? Là, aujourd'hui, vous êtes en 100%, c'est-à-dire que l'image, elle se fait dans la structure, mais le compte-rendu se fait par quelqu'un d'autre en extérieur, c'est ça? Exactement, donc c'est de la téléradiologie sur 100% de l'activité, Ouais. ou quasiment, sauf que nous, on récupère le compte-rendu, on le rend conforme, on Ouais. impose l'INS, on le rend totalement conforme, et on va le déposer dans le DMP. Ça, au-delà du programme Ségur, hein, ça, on va le faire parce que c'est pour le bénéfice patient. Mais la question, c'est est-ce que dans ce cadre-là, on peut dire qu'on remplit l'objectif Ségur parce qu'on alimente bien le DMP, ou est-ce qu'il faut quand même exclure tous ces documents qu'on alimente? Alors, si j'ai bien compris la réponse du national, c'est qu'effectivement, on l'exclut à l'heure actuelle. Mais nous, on chercherait effectivement à ce que vous puissiez le comptabiliser dans vos modes de calcul. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, la réponse, c'est que c'est exclu, malheureusement. On est bien conscient hein, que pour la prise en charge du patient, des efforts justement que vous pouvez effectuer là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on est remonté au créneau par rapport au national, hein, par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je poursuis avec du coup l'échange de documents de santé aux correspondants de santé via messagerie sécurisée de santé professionnelle. Donc là, l'objectif est de 70% pour les ES ayant validé l'objectif SON-ES, 50% pour les autres. Au niveau du mode de calcul, donc c'est le nombre de patients uniques pour lesquels au moins un document de santé a été transmis à un correspondant de santé via MSS sur le nombre de patients uniques pris en charge dans le mois. Donc là, on revient plutôt à la notion de patient unique. Pour rappel, l'envoi de certains types de documents est obligatoire par la MSS, donc la lettre de liaison, l'ordonnance de sortie, le compte-rendu opératoire, le compte-rendu de biologie et le compte-rendu d'imagerie. Au niveau du dénominateur, il faut bien intégrer donc le nombre total de patients pris en charge pendant le mois, c'est-à-dire en séjour hospitalier et en consultation externe. Il faudra donner des détails là-dessus. Le point important, c'est la pondération. Donc, au niveau de la région, sur le rapport de décembre 2024, nous avions un taux d'équipement des professionnels de santé libéraux de 69,7%. Ce taux sera appliqué du coup dans les matrices que vous devrez remplir et donc vient pondérer aussi le dénominateur. Il n'y avait pas spécialement de questions par rapport à la messagerie sécurisée, l'envoi en tout cas via messagerie sécurisée à d'autres professionnels. Donc je passe sur sauf si vous en avez là, mais on ne nous avait pas remonté depuis quelques semaines. Oui. Madame Pulicani. Il y a votre micro qui est coupé. Pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entendez? On vous entend là. Et on ne vous entend plus. Vous avez le micro coupé. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des difficultés avec votre micro.
avec l'envoi via l'IFEN. OK. Est-ce que d'autres structures ont des problèmes justement avec l'IFEN là-dessus? Oui, Monsieur Rigaud. Oui, nous avons aussi des problèmes avec l'IFEN. OK. Et sur la MSS Pro, on a aussi le même problème en tant qu'établissement privé où le praticien envoie les documents depuis son logiciel de cabinet au médecin traitant. Et nous, via son Codadeli, et nous, on doit faire de même établissement avec notre finesse. Donc, le médecin traitant reçoit 2 fois les documents. On a eu plusieurs médecins traitants qui se sont plaints de ce système. Oui, oui, j'avais bien votre question, effectivement, par rapport à ça. On va remonter aussi. Pour tout ce qui est problème avec l'IFEN, on a effectivement donc, toute l'équipe du grade qui nous a remonté certaines problématiques dans le cadre des indicateurs open. N'hésitez pas aussi, juste par mail, à en faire part du coup à Damien, qui puisse le prendre en considération dès maintenant. Pour information, et ça je leur dirai aussi dans le cadre du Ségur, on travaille de manière assez proche maintenant, dû au fait que vous avez beaucoup alimenté mon espace santé. Donc on a des liens plus privilégiés, on va dire, avec les équipes nationales, ce qui nous permet de remonter un certain nombre de problématiques, notamment avec les éditeurs. Ça ne solutionne pas tout. Néanmoins, on est plus entendu, donc n'hésitez pas à nous les faire remonter, à passer par vos chargés d'animation territoriale. Encore une fois, je sais que ça ne change pas tout, mais on continue et on maintient l'effort. En tout cas, on transmet vos doléances aux équipes nationales. Pour ce qui est de la messagerie sécurisée citoyenne, donc là, échanger des messages aux patients. Ce qui est pris en compte, c'est le taux de patients d'un parcours éligible qui ont reçu un message via la messagerie sécurisée de Mon Espace Santé. Alors, pardon, il me semble qu'il n'y a pas d'objectif pour les établissements sur SONES. Donc, le mode de calcul, c'est le nombre de patients éligibles pour lequel un message a été envoyé aux patients par messagerie sécurisée citoyenne, divisé par le nombre de patients éligibles. Alors là-dessus, le taux d'atteinte pour le coup, on l'estime à 47%, mais très difficile à être analysé. Un petit mot au niveau des recommandations, il y a un guide de déploiement Mon Espace Santé en établissement sanitaire, donc je vous invite à y aller. Ça évoque sur la façon de communiquer déjà sur Mon Espace Santé auprès de vos patients, mais aussi sur l'utilisation de la messagerie sécurisée citoyenne. Donc là, l'idée, parce que c'est vrai qu'on évoque des parcours éligibles, mais l'idée, c'est plutôt de faire une cartographie des échanges que vous pouvez avoir non sécurisés avec vos patients, que ce soit des échanges via papier ou avec du mail ou des échanges qui ne sont pas sécurisés, et donc à les transformer en utilisant la messagerie sécurisée citoyenne. On sait que ce n'est pas un calcul qui est très simple à porter. Il y a certains travaux, certains établissements qui ont commencé justement à travailler sur le sujet. L'idée, c'est que vous puissiez déjà partager certains documents avec vos patients, documents type, justement les lettres de liaison, et d'aller donc vers cet envoi en W via Mon Espace Santé, via messagerie sécurisée aux professionnels et via messagerie sécurisée citoyenne. Ça sera déjà le minimum. Après, si vous avez en plus d'autres, je pense notamment certains établissements utilisent la messagerie sécurisée citoyenne dans le cadre de la préadmission, n'hésitez pas à nous les faire remonter aussi et à les intégrer dans votre mode de calcul. Je suis un petit peu, du coup, je suis un petit peu avancée sur la foire aux questions. Oui, Corinne. Pardon. Voilà. Simplement une remarque, c'est que c'est vrai que maintenant qu'on fait vraiment des efforts pour pousser un maximum de choses et dans le DMP et vers la messagerie sécurisée et donc aussi vers la messagerie sécurisée du patient, franchement, pour avoir discuté avec quelques-uns qui s'intéressent un peu au sujet, parce qu'on a quand même toujours quelques patients, ne serait-ce que les représentants des usagers, etc., et qui on travaille pas mal. Et franchement, ça devient un bazar incroyable, quoi. Le patient, il ne sait plus où donner de la tête. Il y en a il y en a dans Mon Espace Santé, tu vas dans la messagerie, il y en a. Le médecin traitant, il l'a eu, mais il l'a eu aussi, enfin, il peut l'avoir aussi. Enfin, je trouve qu'à un moment, il va quand même, c'est bien d'alimenter
de faire bon, chouette, on est sur la deuxième marche, première, troisième, deuxième, première, je ne sais pas, marche du podium, et on pousse un maximum de choses, mais ça n'a aucun sens, quoi. À l'arrivée, il faut quand même que ça atteigne la. Enfin, c'est une réflexion nationale hein, qu'il faut avoir, mais je ne suis pas très sûre qu'on puisse continuer comme ça ad vitam aeternam, parce que va arriver la vague 2 avec l'accès au DMP et les fous furieux qui veulent récupérer dans le DPI tout ce qu'il y a dans le DMP, ça va être un foutoir innommable. Et aujourd'hui, déjà, en interne, les médecins se plaignent de la volumétrie des documents juste dans le DPI local. Donc, j'imagine demain, quand on aura l'accès au DMP dans la vague 2 et quelques dingues qui vont commencer à récupérer tout ce qu'ils peuvent dans le DPI, ça va être un truc de fou, quoi. Il faut quand même qu'à l'arrivée, les gens puissent travailler intelligemment, efficacement et ne pas être complètement engloutis. Or là, j'ai le sentiment que ça déboule de partout et je ne suis pas super convaincue que ça facilite vraiment le travail. Enfin, en tout cas, certains médecins de ville avec lesquels on travaille de façon assez rapprochée en ce moment s'en plaignent. Et puis, deuxième sujet, tant que j'ai la parole, c'était aussi encore sur les résultats de biologie. On a déjà évoqué le sujet 50 fois, donc je sais qu'on est censé les pousser aussi pour l'HOSPI, sauf qu'on a une biologiste qui milite en faveur de la position inverse, qui a l'air d'avoir l'appui de tous ses collègues là, au niveau national. Là, je vois des mails passer dans tous les sens. Je ne sais pas, est-ce que ça s'est éclairci de ce point de vue-là, parce que j'ai l'impression que les biologistes ne sont pas du tout d'accord avec ça, et pas que la nôtre en l'occurrence. Donc je ne sais pas. Voilà. Alors, sur le premier point, le fait d'alimenter mon espace santé avec les documents utiles, etc., ça, c'est un intérêt qui est certain. Le fait que le patient il puisse retrouver l'ensemble des informations dans son espace santé, c'est on va dire, l'objectif numéro 1 et de remplacer quelque part le carnet de santé, de l'avoir de manière numérique. Donc là, en termes d'exhaustivité, c'est important que ce soit le plus important possible. Là où le sujet de l'envoi en Y, voire même W, peut s'entendre, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément on est justement dans une phase de développement des usages. Donc il y en a certains qui vont préférer aller voir, et encore la consultation, elle n'est pas toujours disponible et possible du coup en fonction des professionnels. Donc c'est vrai que de l'avoir directement dans sa messagerie sécurisée, il y a certains professionnels qui préfèrent l'avoir de cette manière et d'autres qui préféreront consulter mon espace santé. De la même façon, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 27% des patients qui ont activé mon espace santé. Donc certains, ils ont l'information directement et c'est tant mieux, mais d'autres, ils peuvent aussi avoir la notification via la messagerie sécurisée citoyenne. Enfin, l'idée, c'est d'adapter en fonction aussi des usages de chacun. Donc la question de la doctrine sur cet envoi en Y ou en W, je sais qu'elle va être effectivement, elle est questionnée en permanence. Je pense depuis le début, Damien qui accompagnait justement les équipes du ministère là-dessus, ils en parlaient déjà à l'époque, mais voilà, c'est peut-être un mal pour habit. Ouais, effectivement, c'est une question intéressante, ça, Corinne, la question de la pertinence de l'envoi, de ce qu'on juge pertinent en tant qu'émetteur et ce que celui qui réceptionne juge. Donc ça, c'est un travail qu'il faut engager chacun vous de votre côté et mettre des règles. Ça sera intéressant de les partager avec les CAT et avec nous, avec le national aussi, parce que je pense que là, il y a vraiment une phase très intéressante parce que effectivement, trop d'infos tue l'info, et puis après on va dégoûter les gens. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel que tu soulèves. Il y a la question aussi de rapatrier tous les documents du DMP dans le DPI. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Hein. Il faut mieux travailler sur la question de l'accès facilité au DMP depuis le DPI et puis pas rapatrier des documents qui sont déjà stockés ailleurs. Mais bon, ça, je sais pas, il y a peut-être des choses que je ne vois pas ou comprends pas. Donc, il faudra peut-être creuser cette question. Mais pour moi, ce qui est dans le DMP et qui est accessible doit plutôt y rester et n'a pas vocation à être systématiquement rapatrié dans vos espaces de travail hospitaliers. Voilà. Donc, sur ce sujet, juste, je réponds parce que ça avait été évoqué. Je participais au groupe national là, sur la partie Ségur vague 2, justement, et certains médecins qui faisaient partie aussi du groupe se positionnaient de cette façon-là en disant, écoutez, nous, on n'a pas le temps.
Accès au DMP, oui, mais absolument pile DPI, je clique, paf, j'ai le DMP qui s'ouvre et je récupère tout et c'est fini. Et non, vous récupérez pas tout, vous regardez ce qui vous intéresse et potentiellement, si vraiment un document est intéressant pour la prise en charge interne, évidemment, on le récupère. Sans quoi, non, il reste là où il est, pas de problème. Mais ça a été évoqué, quoi. C'est juste ça. Ouais, Donc, je ouais. me méfie un peu de comment Oui, ça va oui, évoluer. mais je pense que c'est aussi le début qui fait qu'on se pose ce genre de questions et qu'il y a forcément toujours des gens qui sont dans des pratiques, bon, ben, voilà, qu'il faut peut-être rendre raisonnable ou expliquer pourquoi du comment. Et puis sur la question de la biologie, bah, effectivement, c'est vrai enfin, c'est pareil, passer de tout enfin, de rien à tout, il y a probablement des choses intelligentes à faire. Je sais que certains établissements se sont déjà positionnés sur, je crois, le document en entrée puis en sortie. Enfin bon, c'est peut-être un intermédiaire dont il faudra peut-être convenir pour l'instant. Donc les sociétés savantes se sont pas un petit peu plus prononcées. Bah, depuis, en fait, c'est vrai que depuis que nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on s'était positionné là-dessus, du coup, il y a eu des échanges entre les éditeurs, des biologistes et des structures sur la doctrine qu'on pourrait porter au niveau de l'alimentation biologique. Parce que c'est vrai qu'envoyer le premier et le dernier, c'est pas toujours possible. Donc, voilà, il y a des travaux aussi là-dessus qui sont en cours, et d'où le fait qu'il y ait des premières recommandations aujourd'hui à travers, donc il y a un lien, ça s'appelle la note des fondamentaux, que vous pourrez retrouver dessus. Mais c'est en cours, effectivement, de travaux. Il est 11h. Je vous propose juste un petit mot pour la suite. Et après, merci Sarah d'avoir mis le rétex effectivement sur l'XP consultation. Je ne sais pas si certains étaient parmi nous quand on a fait ce rétex intermédiaire. Il y en aura un final le 5 juin. Sarah, si tu peux mettre l'invitation, enfin le lien vers le webinaire, pardon, vers l'inscription dans le chat, ça serait top. Je le remettrai également dans le support. Juste les prochaines étapes, donc la signature des conventions, le partage des dominateurs le plus rapidement possible, donc auprès des CAT et de l'ARS, et si besoin de modification, de bien nous faire parvenir votre demande avec des éléments qui sont chiffrés. Aujourd'hui, on a eu quelques demandes, mais très peu qui sont appuyées d'éléments justificatifs. On ne pourra pas les prendre en considération s'il n'y a pas d'éléments justificatifs derrière. Et un focus sur le Ségur numérique, ça c'est pour effectivement le côté Cocorico, on est 3e ex aequo, on est toujours dans le top 3, c'est plutôt ça qui est important depuis les 8 derniers mois. Juste ce qui est à mettre en avant, c'est qu'effectivement, il y a eu tout un travail qui a été fait de votre part avec l'équipe du GRAD justement sur le sujet. On voit qu'il y a certains types de documents qui ont bien évolué. Je pense notamment au compte-rendu de consultation et aux prescriptions, même s'il y a encore beaucoup de travail à mener. Un petit point de vigilance sur les lettres de liaison, c'est pas toujours... alors ça stagne, mais aussi parce qu'on est à un niveau qui devient intéressant. Voilà, c'était juste vous le mettre en visibilité comme on avait l'habitude de le faire dans les autres webinaires, avec un point de vigilance peut-être sur là ces derniers mois. On voit qu'il y a eu un peu une diminution de l'alimentation et qu'elle retrouverait un niveau plus satisfaisant. Donc, je vous le disais, en termes d'actu aussi sur le Ségur, donc l'expérimentation de consultation en espace santé en établissement sanitaire, avec des retours des professionnels qui sont vraiment intéressants et la plus-value qui est démontrée du partage d'informations. Le SONS Vague 2, il y a déjà quelques PFI qui sont référencés, je crois, au nombre de 6. Donc, n'hésitez pas à aller voir la liste des logiciels référencés. On vous proposera un webinaire supplémentaire au mois de juin, justement, sur le SONS Vague 2 pour faire le point. Et vous précisez, mais beaucoup d'entre vous avaient l'info qu'il y a eu un décalage justement de calendrier au niveau du référencement des DPI PFI et donc du coup forcément sur la mise en œuvre des prestations. Donc là, on partirait plutôt sur mars 2027 pour les DPI et pareil pour la PFI. L'idée, c'est de prendre en compte le besoin de développement des éditeurs et aussi de préparation des établissements. Et enfin, un dernier rappel, des actions sont réalisées à destination des professionnels des établissements sanitaires. Donc, il y a des actions régionales, des webinaires qui sont thématiques, webinaires sur des fondamentaux qui peuvent expliquer, sensibiliser le sujet Mon Espace Santé, Ségur numérique auprès des professionnels et des actions locales aussi. N'hésitez pas à relayer à des professionnels. Je sais qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps, mais si ça les intéresse, au moins qu'ils puissent avoir l'information et participer. On essaie d'être en appui justement des sujets là-dessus, de pouvoir sensibiliser les pros. N'hésitez surtout pas à relayer. Et je termine avec 3 minutes de retard. S'il y a des questions supplémentaires, on peut les prendre tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez encore un petit peu de temps.
Merci Sarah pour le lien vers le rétex. Si pas d'autres questions, je vous propose du coup qu'on clôture notre séance. Donc le contact d'Adrien est dans le support. N'hésitez pas, de Damien, excuse-moi. Je pensais à Adrien Justi. N'hésitez pas du coup à le contacter si besoin. Et on reste à votre disposition. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci à tous, bonne Merci. journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au Bonne revoir. journée.